Bonjour Julien Jacques. Merci infiniment de pouvoir participer à cet entretien. Je suis vraiment curieuse de découvrir tout ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui. Tu es thérapeute et surtout en ce moment, tu es un explorateur audacieux et résilient. Ça fait depuis plus de 3 ans que tu as quitté la Suisse à vélo avec juste un sac à dos pour aller parcourir et traverser tout le continent africain. Est-ce que tu peux partager avec nous, déjà peut-être d'abord ton itinéraire, parce que c'est un peu difficile à suivre tous les pays que tu as visités. Peux-tu nous raconter un peu justement ton parcours? Combien de ton itinéraire est-ce qu'il était déjà un peu planifié à l'avance ou pas? Comment tu as choisi ta direction? Déjà, merci pour l'espace que tu me donnes et merci pour l'invitation. Ah, c'est important. Et pour répondre à ta question, il n'y avait aucun itinéraire. Aucun. Moi, je suis parti de la Suisse en juillet 2022, donc ça va bientôt faire 3 ans. J'ai appelé mon meilleur ami qui habite au Canada, que j'ai pas vu depuis 10 ans. Et je lui ai dit, Paolo, prépare une chambre d'amis, j'arrive. Il m'a dit, ah, t'arrives quand? J'ai dit, bon, le problème, c'est que je suis à vélo. Donc, je vais arriver. Et puis, je voulais aller au Portugal. Au Portugal, trouver à faire du bateau stop, un voilier, pour aller en Amérique du Sud et ensuite de faire l'Amérique du Sud jusqu'au Canada à vélo. Une fois arrivé au Portugal, c'était le mois de novembre, il y avait la pluie, il faisait froid. Du coup, je ne trouvais pas le bateau. Et puis, je suis retourné en Espagne. Et en face de l'Espagne, je voyais le Maroc. Et là, je me suis dit, ah, mais j'ai peur. J'ai peur d'aller au Maroc. Et puis l'autre option qu'il y avait devant moi, c'est de refaire toute l'Europe pour descendre en Asie, en fait. Mais je voulais pas spécialement traverser l'Europe en plein hiver. Ça me vendait pas du rêve. Et puis voilà, depuis où j'étais en Espagne, on voyait le Maroc en face. Et puis j'étais terrorisé. Je me suis dit, mais si je vais au Maroc, je vais me faire kidnapper. À l'État islamique, ils vont me kidnapper, ils vont me vendre un rein, je vais me faire découper la tête, je vais me faire voler. Parce que moi, j'avais l'image, toutes ces croyances avec les gens d'Afrique du Nord qu'on peut avoir en Europe. Je me suis dit, je vais arriver là-bas, je vais me faire dépouiller, je vais me faire voler. Et je me suis dit, OK, j'ai peur d'aller là-bas, donc c'est là-bas que je dois aller. Avec ce mantra qui dit tremble mais avance. Donc je suis allé là-bas, je suis allé au Maroc en me disant, je fais une semaine, si j'aime pas, je rentre en Europe. Tu vois, je suis toujours sur le continent africain depuis. Donc, pour la petite anecdote, quand je suis arrivé au Maroc, euh, le deuxième jour ou troisième jour, je sais plus, c'est plus important, mais c'est 2, 3 jours que je fais du vélo au Maroc. Que je suis au Maroc, c'est le premier jour où je fais du vélo, c'est la nuit. Je suis sur un chemin, en fait. Et puis là, il y a un Marocain qui m'arrête, qui sort de sa petite maison. Et sa maison, c'est 4 bouts de tôle, avec un toit en tôle, hein. C'est vraiment quelqu'un de très, très pauvre. Il m'invite à boire le thé, en fait, chez lui, dans sa maison en bout de tôle. Je rentre dans la maison, je bois le thé, ils sont deux. Et une fois que j'ai fini le thé, je veux me lever pour repartir parce que la nuit arrive et je me retrouve un endroit où dormir. Son ami m'empêche de partir. Il parlait pas français. Il me prend le bras et il me fait me rasseoir comme ça. Puis il est sur son téléphone en train de faire des appels et de regarder par la fenêtre. Et puis moi, là, je dis, je vais me faire kidnapper, en fait. Ils veulent pas que je parte. À chaque fois que j'essaye de me lever pour partir, il me reprend le bras, il me rassoit. Il est sur son téléphone, il regarde par la fenêtre. Je vois qu'il attend quelqu'un, en fait. Et je me dis, c'est bon. Et puis là, je me dis, OK, si je dois me battre, je vais me battre jusqu'à la mort maintenant, mais c'est hors de question qu'on me retrouve décapité dans le désert. Et vraiment, hein, la tension, le cœur, les émotions, vraiment, je pensais que c'était la fin. Et en fait, je sais pas, peut-être 20 minutes plus tard, il y a un petit enfant, 6, 7 ans, qui arrive en courant avec une assiette de poulet pour me donner à manger. Et en fait, ce monsieur, il voyait que je voulais partir.
Donc, sur son téléphone, il mettait la pression à sa femme pour envoyer son fils que je puisse manger avant de partir. Et là, je me suis senti con. J'ai eu honte. Et ça a été un enseignement énorme, en fait, le premier contact. Tu Mm. vois. Et La vraie après, je me suis dit, bienveillance. bon, Mhm. voilà. Et après, donc, du coup, j'ai fait 3 mois au Maroc. J'ai fait tout le Maroc à vélo. J'ai poncé tout le Maroc à vélo. J'ai adoré ce pays. Et après, je me suis dit, bon, bah, je vais descendre jusqu'à Dakar, en fait. Donc, il y a Maroc, Mauritanie, Dakar, Sénégal. Et là, je prendrai le bateau pour l'Amérique du Sud. Quand j'arrive au Sénégal, après avoir traversé le désert en Mauritanie, le Sénégal, c'est vraiment le premier pays Afrique noire, subsaharienne, avec les codes totalement différents du Maroc ou de la Mauritanie. Et là, je tombe amoureux de l'Afrique noire, de l'Afrique subsaharienne, des gens surtout, Mm. de la culture, de l'accueil, en fait, c'est tellement addictif, il n'y a pas de règles, il y a aucun règlement. Je veux dire, on te dit le bus, il part dans 10 minutes. Tu sais que 3 jours après, tu es encore dans le bus en train d'attendre le départ. Il n'y a pas de règle. Au début, j'arrive à une boutique, je fais la queue pour acheter quelque chose, mais en fait, je me rends compte qu'il ne faut pas faire la queue. Faut pousser les gens. C'est un bordel addictif, en fait, et tout le monde s'entraide. Et là, je me suis dit, non, je ne peux pas prendre le bateau à Dakar pour l'Amérique du Sud. Je n'ai rien vu de l'Afrique du Sud. Mm. Du coup, je me suis dit direction Afrique du Sud. Et j'ai traversé toute l'Afrique de l'Ouest à vélo, l'Afrique centrale. Et puis maintenant, je suis en Afrique australe, juste avant d'arriver en Afrique du Sud. Ça fait à peu près 18 pays. Combien de kilomètres, tu dis? Non, j'ai fait 18 pays et je Ah, dois être à 24 000, et je dois être à 24 000 kilomètres à vue 24 d'œil. 000 kilomètres et 18 pays. Waouh. Mm. Ouais. En sachant que les pays, je les traverse pas en ligne droite, hein. Il y a beaucoup de cyclistes qui sont partis de l'Europe après moi, qui m'ont dépassé sur la route, parce qu'ils vont tout droit, ils suivent la côte et ils vont tout droit, ils s'arrêtent pratiquement pas. Mm. Et moi, je rentre dans les pays, dans les terres, je fais vraiment tout le pays, puis des fois, je m'arrête plusieurs semaines dans les villages. Mm. Tu vois, par exemple, là, je suis en Angola. En Angola, on a un visa de 30 jours, mais Mm. ça fait déjà 5 mois que j'y suis, parce que je me souviens, j'étais avec mon ami Sylvain, on s'est dit, on n'a que 30 jours à faire en Angola live, il va falloir se dépêcher. En plus, c'est un pays qui est énorme. Et je me suis fait voler mon passeport. Je me suis fait voler mon passeport, donc j'ai passé 2 mois à la capitale à refaire un nouveau passeport. Après, il y a eu le palu, il y a eu les maladies, puis l'État nous a pas refait un nouveau visa, il nous a fait une lettre pour nous dire vous avez le temps que vous voulez pour sortir du pays. Mm. Du coup, même en Angola, j'arrive à prendre le temps. Tu vois. Et quelles sont les Euh, autres différences que tu as pu observer dans les cultures justement orientales et occidentales? Donc, à part cette liberté au niveau des règles, quelle grande différence encore t'a marqué? la plus grande différence, c'est qu'ici, on vit ensemble. On est Mm. ensemble. Tu vois, là, je suis dans un hôtel dans une grande ville, donc on me laisse tranquille. Mais typiquement, je serais dehors, assis sur un banc. Tu peux pas t'asseoir sur un banc à lire un livre. C'est pas possible. Automatiquement, les gens ils vont te voir seul, ils vont s'asseoir à côté de toi. Mm. Tu vas au restaurant pour manger quelque chose, tu es seul, les gens ils vont venir à ta table pour pas te laisser seul. Justement, j'allais te demander quel est ton rapport maintenant à la solitude, d'avoir osé Ah, faire ce voyage par toi-même. Donc, au final, il n'y a plus de beaucoup de moments en solitude. non, des fois ça me manque. Ce qui me manque le plus, des fois, c'est le silence, parce que c'est très, 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 très bruyant. Et puis, des fois, c'est juste de pouvoir rester seul. Tu vois, l'autre jour, je me lève le matin, c'est 6 heures du matin, je vais à la plage pour méditer. En plus, je me lève du mauvais pied, donc je suis grinche. Je m'asseye sur le sable, même pas 3 minutes après, qu'il y a déjà 5 personnes autour de moi en train de me parler.
Hmm. Quand à ce moment-là, je voulais juste parler à personne, Hmm. tu vois. Et La méditation la- fait encore partie de ton quotidien alors maintenant. Hmm. pas à 100%. Hmm. Ça dépend ça dépend des moments. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que ici, ils ont une phrase qui dit, chez vous en Europe, vous avez des montres. Ici, en Afrique, on a le temps. C'est beau, oui. Vous avez le temps. Hmm. Et c'est vrai, le rapport, tu vois, au Cameroun, ils ont une expression pour dire quelque chose qui va te faire mal ou pour dire que tu vas souffrir. L'expression, c'est tu vas lire l'heure. Hmm. Donc, Tu il vit vois, c'est pour dire, vraiment sans montre, sans rendez-vous, sans heure. ah bah c'est ça l'Afrique. Voilà. Tu as rendez-vous avec quelqu'un, il va t'appeler, il va te dire, ah, je suis dans le taxi, j'arrive. Tu sais qu'il est même pas encore sorti de son lit. Et quand il t'appelle en te disant, je suis là, je suis en chemin, je suis là, tu sais que là, il commence à sortir de son lit. Et puis moi, en tant que bon Suisse, au début, c'était difficile. Hmm. Ah, Julien, c'est rendez-vous à 8 heures du matin. Moi, j'étais là à 7h30. La personne arrivait à 13 heures. Hmm. Aujourd'hui, je suis habitué, en fait. C'est Au OK. moins, ils se basent avec le lever et le coucher du soleil. Ils vont être Ouais, et là encore. le jour même. Et encore. Hmm. Et puis, c'est la notion du partage. Ici, tu marches dans la rue, les gens ils te disent, ah, viens manger. Hmm. Plus de partage entre eux, même lorsqu'ils ont moins. Hmm. Comparé à chez nous, ça n'a rien à voir. Moi, je m'arrête dans un village, les gens, ils ont absolument rien. Ils vont m'ouvrir une maison pour que je puisse dormir. Et puis, ils vont me partager leur repas avec eux, Hmm. avec le sourire. Et puis, ils vont pas attendre que je leur donne de l'argent en échange. Hmm. D'ailleurs, je me souviens, c'était au Bénin, je crois. J'ai passé 2 semaines dans un village chez un ami. Donc, eux, ils m'ont nourri hein, pendant ces 2 semaines. Et puis, jamais ils allaient me demander de l'argent ou quoi que ce soit. Et puis, même moi, je me voyais pas leur donner de l'argent. Ça fait quoi? Ça fait le blanc qui a invité, puis il va montrer je vais montrer ma supériorité avec l'argent. Enfin, je trouve ça assez délicat comme sujet. Puis bon, la nourriture au Bénin n'était pas très équilibrée. C'est une sorte de purée de manioc que tu manges nature. Et puis, ça te nourrit pas, en fait, hein. Et un jour, j'avais tellement faim, au bout de 5, 6 jours, j'ai acheté une chèvre. J'ai acheté la chèvre, on l'a tuée, on l'a préparée, on l'a mangée. Et du coup, c'était ma façon à moi d'acheter la chèvre à la famille qui m'a accueilli. Comme ça, il y a de l'argent qui rentre dans la famille. Et en plus, il y a de la protéine pour 3, 4 jours à manger tous ensemble. Hmm. Au niveau de l'alimentation, justement, quels sont les nouveaux plats que tu as découverts, peut-être les nouveaux types de viande que tu as découverts durant ton parcours, parce que j'ai vu que tu as mangé des animaux très particuliers aussi. Alors, je vais te faire la liste des animaux que j'ai mangés. J'ai mangé de la chauve-souris. Hmm. J'ai mangé du rat. J'ai mangé du serpent, du crocodile, du pangolin, du singe, du chat et du chien. Hmm. Et comment Le s'est chien, passée ta digestion? Pardon. le chien, je ne savais pas que c'était du chien. Je l'ai su après. Hmm. Et pour la digestion, et puis au niveau des goûts, comment c'était pour toi? Aucun problème. Moi, j'ai aucun problème de digestion. Si jamais tombé malade à cause de la nourriture, peut-être une fois. Et les goûts, il n'y a aucun problème. Hmm. Ce qui est compliqué, par contre, c'est au Bénin, Togo, en Guinée-Conakry, dans la brousse profonde. Là, l'alimentation, c'était très, 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 très difficile. C'est là où tu vois, j'ai pu voir les enfants avec les gros ventres encore, tu vois. Hmm. Et puis là, ils mangent justement cette purée de manioc naturelle. Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de légumes.
Ils mangent ça 3 fois par jour. En faisant beaucoup de vélo, en plus, c'est quelque chose qui a été très difficile. Mm. Et pour t'hydrater, comment est-ce que tu as géré aussi justement au fin fond de la brousse ton eau et d'avoir suffisamment d'eau pour tes parcours et puis suffisamment de nourriture? Il y a toujours, la plupart du temps, dans les villages, il y a des pompes, tu sais, Mm. comme tu peux voir à la télé, en fait. Et l'eau, elle est propre là-dedans parce qu'elle est tirée sous la terre. Après, j'ai un filtre à eau que j'ai rarement utilisé. Et puis, il y a toujours des boutiques, hein, qui vendent de l'eau. Mm. Ouais. Et puis, la nourriture, j'ai toujours de quoi préparer dans mes affaires, des spaghettis ou des pâtes. Et puis, la plupart du temps, dans les villages ou dans les villages un peu plus grands, il y a toujours une maman qui prépare quelque chose à manger. Mm. Tu vois, moi, je suis venu avec cette croyance qu'en Afrique, je trouverais pas d'eau et je trouverais pas à manger. C'est Mm. pas vrai. Mm. C'est absolument pas vrai. La nourriture est peut-être pas équilibrée, pas la meilleure partout, mais il y aura toujours quelque chose à manger. Mm. Après, il y a des pays, tu vois, comme le Sénégal, qui ont une très bonne culture culinaire. Mm. Ouais. Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun, ce sont des pays qui ont des très bonnes cultures culinaires. Mm. La chose la plus... Ah, je t'écoute. Oui. Euh, bah, je passais à une autre question, mais si tu voulais finir ton point. Non, c'est bon. Si tu pouvais faire un voyage dans le temps et de revenir à Julien il y a 3 ans avant de faire ce grand départ, qu'est-ce que tu pourrais lui recommander? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire et qu'est-ce que tu ferais différemment? Il y a 3 ans en arrière, juste avant le départ, qu'est-ce Mhm. que je pourrais lui dire? Ah, moi, je pourrais juste lui dire qu'il est fier de lui, que ce Julien-là, il doit être fier de lui. Et faire différemment, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a rien à faire différemment. Parce que, à la base, moi, je voulais partir voyager à pied. Mhm. Tu vois, et puis un jour, sur Netflix, j'ai vu un documentaire, de quelqu'un qui a fait un voyage à vélo. Et j'ai tous les poils de mon corps qui se sont levés. Et à cette époque, il y a 3 ans en arrière, c'était une période assez compliquée pour moi dans ma vie. J'étais en surpoids. J'étais pas du tout sportif. Et puis, quand j'ai vu ce documentaire sur le voyage à vélo, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Puis après, il y a la croyance dans ma tête qui est arrivée. Il me dit, ah, mais Julien, t'es en surpoids, t'es pas sportif, j'arrive pas à monter des escaliers sans être essoufflé. Qu'est-ce que je vais faire un tour du monde en vélo? Mhm. Et puis, juste parce que j'ai vu ce système de croyance s'enclencher dans ma tête, j'ai dit, je vais y aller. Et je sais pas, peut-être 10 jours après, j'ai un ami qui m'a vendu son vélo, qui est encore en Suisse. J'ai fait Lausanne-Vevey à vélo. J'étais au bout de ma vie. Je me suis arrêté 10 fois pour 20 kilomètres. Mhm. Et après, je me suis forcé. J'étais à la montagne faire du vélo. Et le premier col que j'ai monté, il y avait une grand-mère en teinte de bain électrique qui me dépassait dans le col, qui se moquait de moi. Et je suis arrivé en haut. Et je me suis donné les moyens, en fait. Tu as vraiment développé ta force, tant physique que mentale, durant ce voyage. Et je pense qu'il y a des moments où tu avais envie de peut-être de tout abandonner aussi. Qu'est-ce qui t'a gardé motivé dans ces moments-là? Dans les fois où j'ai envie de tout abandonner, c'est quand je suis malade, généralement. Mhm. Ah, quand j'ai eu l'hépatite B au Congo, voilà, là, j'avais envie d'appuyer sur le bouton rouge que l'avion de la Riga vienne me chercher et me renvoie au pays. Mhm. Ah, c'est peut-être la seule fois où j'ai eu envie de rentrer en Suisse. Qu'est-ce qui me garde motivé, en fait? C'est que je me sens en paix aujourd'hui. Tu vois, je pédale sur mon vélo, je pédale avec mes qualités, je pédale avec mes défauts de caractère, avec mes blessures, avec mes ombres. Je veux dire, je peux rien fuir sur la route, hein. Je reste Julien que j'ai toujours été, mais je suis en paix avec ça. Et de toujours être en mouvement, pour moi, me fait sentir vivant.
Hmm. ce qui n'était pas le cas en Suisse. Hmm. Il y a c'est trop rigide, il y a trop de cadres. Hmm. Et comment justement ce voyage t'a permis de changer certains systèmes de croyances? Qu'est-ce que tu vois que tu as abandonné comme pensée et qu'est-ce que tu vois que tu as adopté? Je pense que la pensée que j'ai abandonnée le plus, c'est de croire qu'il me faut toujours plus pour pouvoir être heureux. Hmm. Réussi de te libérer de cette course Ouais. effrénée. Hmm. Je suis sur un vélo, j'ai rien sur mon vélo, j'ai le strict minimum. Et tu vois, tout d'un coup, le strict minimum, ma tasse à café que j'ai depuis 3 ans, elle est cassée, je l'ai réparée, elle a du scotch autour, je veux pas l'acheter pour en acheter une autre. Mais mes chaussures que j'utilise pour faire du vélo, elles ont été recousues au moins 30 fois déjà. Et elles vont très bien. Et Mais parfois, ça, tu c'est as mystique. des... Pardon, vas-y. Hein? Tu as des problèmes mécaniques aussi parfois. C'est ton vélo qui lâche, hein. Oui, oui, c'est le vélo qui lâche. Et puis, j'ai toujours réussi à le réparer. Et tu trouves les moyens pour. Hmm. Ouais. Et parfois, ça prend un peu Et plus tu de vois, temps pour que les pièces arrivent. oui, des fois, c'est compliqué. C'est parce qu'en Afrique, c'est un continent qui est oublié. Donc, trouver des pièces de qualité sur ce continent, c'est quelque chose de très, très difficile. Des fois, il faut les faire commander ailleurs. Il y a toujours eu des solutions. Hmm. Oui, les imprévus font vraiment partie de ta vie maintenant. Il n'y a pas un jour sans imprévu. Donc, comment tu le vis avec finalement l'inconnu dans ta vie, tant au niveau de l'étranger que l'environnement, qui est... Alors, je vais te donner un exemple. Tu parles d'imprévu. Hier matin, je plie mes affaires pour quitter l'hôtel. Je prends mon vélo, je vais à l'église qui est 1 kilomètre plus loin. Je demande au prêtre si je peux dormir 2 jours dans son église pour finir de récupérer de la maladie que j'ai. Il m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Je pose ma tente, je me mets dans la tente pour dormir. 1 heure plus tard, il vient me réveiller. Il me dit, ah, si jamais j'ai appelé l'hôtel où tu as passé une semaine, l'Église catholique vient de payer 2 nuits supplémentaires pour toi et ton ami. Tu peux repartir là-bas. Hmm. On replie nos tentes, on revient à l'hôtel avec nos vélos. Je me recouche dans le même lit. Je regarde mon ami Sylvain et je lui dis, Sylvain, j'ai fait un drôle de rêve. J'ai rêvé qu'on était parti, qu'on a dormi à l'église et je me réveille dans la même chambre que ce matin. Hmm. Et donc, tu as pu créer des nouvelles amitiés aussi sur cette route. Comment c'est les nouvelles rencontres sur la route? C'est intense. C'est des rencontres qui sont intenses dans les amitiés parce que je sais que moi, je continue mon chemin. J'ai mon frère Fadel au Sénégal avec qui on continue à s'appeler sur WhatsApp régulièrement. Mais c'est vrai que c'est des amitiés qui sont intenses. Mais après, moi, je continue mon chemin. Et d'un côté, c'est presque confortable pour moi parce que c'est vrai que le lien, c'est quelque chose qui a toujours été problématique, le lien aux autres. De Hmm. pouvoir créer des amitiés puis de savoir que je vais partir, c'est confortable. Hmm. Et parfois, vos routes, vos chemins, justement, se recroisent à plusieurs reprises. Ah, ok. Tu parles des amitiés avec qui je fais du vélo. Mhm. Ok, moi je parlais des locaux. Mon ami Sylvain, je pense que c'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps dans ma vie. Ça fait 2 ans qu'on voyage ensemble. Ah. On s'est rencontrés au Sénégal. Ah, un compagnon de route alors. Hmm. Ouais, et depuis le Sénégal, on ne s'est pas quitté. Ah. Des fois, on se sépare dans les pays, et puis on se retrouve quelques semaines plus tard. Mais ouais, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas quitté. Et puis entre justement avant, quand tu as pu observer la différence, avant d'avoir ce compagnon de route, qu'est-ce que ça t'apporte maintenant de faire ce chemin à deux? Ça rapporte du réconfort.
Tu vois, quand tu tombais malade là, la semaine passée, j'étais content qu'il soit là Mm. parce qu'il a pu tout gérer. Mm. Et ça m'a fait du bien, tandis que je me souviens quand j'étais au Congo et puis que j'ai eu l'hépatite B, là on s'était séparés les deux et qu'il fallait tout gérer, que j'ai dû sortir de l'hôtel, trouver un bus pour m'amener à la capitale. Enfin, c'est ultra compliqué. On me dit, Julien, viens à 4 heures du matin poser ton vélo pour le bus. Je viens à 4 heures du matin. À 16 heures de l'après-midi, le bus, il est toujours pas là. C'est des choses qui me dérangent pas, mais quand je suis malade à 42 fièvre avec l'hépatite et que je me retrouve seul, là, c'est très, très compliqué. Mm. Mm. Donc, non, d'être à deux, ça permet de se soutenir l'un à l'autre aussi. Mm. Oui. Vous avez de la chance Tu vois, de vous être trouvé. et tu vois, c'est une rencontre. Quand j'étais au Sénégal, j'ai un ami qui m'a prêté sa maison pendant plusieurs mois. Et puis, il y a une connaissance sur Facebook qui voyageait à vélo. Et puis, on avait des amis en commun. Alors, je lui ai dit, écoute, tu peux, une fois que tu arrives au Sénégal, tu es bienvenue chez moi. Et elle vient avec Sylvain, justement. Et ils étaient censés rentrer en Suisse. Le voyage était fini pour eux. Et elle est rentrée. Avec Sylvain, ça a matché. On est reparti ensemble. On pensait faire 2, 3 semaines ensemble. Et tu vois, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Mm. Et là, j'ai vraiment pu voir euh, mon changement dans ma façon de relationner avec les gens, tu vois. Au début, on pouvait s'engueuler souvent. Il y a des choses que je supportais pas chez lui, et inversement. Et aujourd'hui, c'est fluide. Mm. Vous avez réussi à dépasser tous vos différends pour maintenant Exactement. apprendre à respecter les besoins de chacun. Ah, Exactement. Mm. Exactement. Et vous êtes souvent quand même d'accord dans la direction où aller pour la suite sur vos chemins? C'est là où on s'entend super bien, nous deux. Mm. C'est que nous, on sait qu'on veut arriver en Afrique du Sud. Mm. Combien de temps on va y mettre, on n'en sait rien du tout. Mm. Et c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Mm. Et tu repasses parfois aussi par des pays que tu as déjà visités ou à chaque fois c'est un nouvel endroit? À chaque fois, c'est un nouvel endroit. Mm. À Et est-ce chaque que fois, c'est un parfois nouvel endroit. sur votre route vous avez À chaque fois, rencontré, pardon, je t'écoute. oui, est-ce que vous avez rencontré des animaux dangereux ou une situation dangereuse et comment vous y avez fait face? Alors, les animaux dangereux en Afrique de l'Ouest, bon, il y a les serpents, mais j'en ai pas vu. J'ai dû en voir un ou deux, je pense. Ils mangent tout là-bas, donc il y a pratiquement plus d'animaux. Mm. J'ai vu au Congo, j'ai campé au milieu des éléphants. Mm. On a passé 20 jours dans la forêt à attendre les éléphants et on les a vus. Mm. On a été se promener dans la jungle. Au Congo, il y a la deuxième plus grande forêt au monde. On s'est promené avec un petit du village. Il nous a montré les chimpanzés qui étaient assez agressifs envers nous. Mm. Et puis les animaux sauvages, ils vont commencer à partir de tout prochainement à la Namibie où il y aura les lions, les girafes, les éléphants. Enfin voilà, Mm. c'est là où les gens vont faire les safaris. Là, je sais qu'il faudra faire attention. Et on ne peut pas dormir n'importe où. On va essayer de dormir dans les antennes 4G qui sont protégées par des barbelés, Mm. histoire de ne pas se faire manger par un lion au milieu de la nuit. Mm. Et situation dangereuse, ouais, je pense que les situations les plus dangereuses pour moi, c'est la circulation. Mm. Ça, ici en Afrique, quand je parle de l'Afrique, c'est une généralité parce que l'Afrique, c'est grand, puis c'est 54 pays, mais je pense que ça, c'est la même chose partout. Les Africains, ils sont très calmes, très, très calmes. Par les Nigérians, c'est des gens qui sont très calmes. Ils dorment, ils peuvent dormir, ils peuvent faire des siestes n'importe quand, n'importe où, dans n'importe quelle position. Tu leur donnes rendez-vous, ils viennent 5 heures plus tard. C'est eux qui vont mourir d'un AVC à cause du stress, hein. Par contre, s'il y a quelque chose que je ne comprendrai jamais, c'est que tu les mets au volant d'une voiture.
Et là, tu as l'impression qu'ils ont pris 1 kilo de coke dans les narines. Là, ils deviennent nerveux. Hmm. Et ils deviennent nerveux et dangereux surtout. Hmm. Parce que le code de la route n'existe pas. Hmm. Oui, il n'y a pas de feu Euh, rouge, pas de feu vert. Si, il y en a, mais c'est un peu inutile, ils servent à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et dans la brousse, leur voiture n'a pas de compteur de vitesse. Eux, ils appuient sur le champignon, ils dépassent par la gauche, par la droite, dans les virages, dans les montées. Il y a 4 camions devant toi, tu vois pas la voiture qui arrive, ils vont quand même la dépasser. Et moi, je suis sur ces routes en vélo. Mais il n'y a pas plus d'accidents non plus avec cette manière de conduire. Si, 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 quand même. Hmm. si. Tous les jours, je vois des camions qui sont renversés sur la route. Peut-être pas tous les jours, mais un jour sur deux, tu vois un camion renversé sur la route, Hmm. un pneu qui a éclaté, le camion qui s'est retourné. Hmm. Au Cameroun, c'est régulier qu'il y a pas de train dans les pays. Donc les gens, ils se déplacent en car. Et puis, c'est régulier qu'un car se retourne, qu'il prenne feu. Hmm. Ouais, ouais, c'est des choses qui arrivent souvent. Mais il y a Au encore quelques Nigeria, jours, oui. Tu as eu un pneu qui a explosé aussi dans une voiture où tu étais. exactement, Hmm. exactement. Je peux pas imaginer le bruit Euh, que ça fait. Hmm. Bah, moi, j'étais malade, j'avais des écouteurs dans les oreilles. Hmm. Donc, j'ai pas entendu, j'ai senti la voiture qui a fait comme ça, Hmm. mais j'ai pas entendu le pneu exploser. Hmm. Tu Ok. vois, donc le véritable danger pour moi, c'est vraiment la circulation. Hmm. Tu vois, parce qu'il y a même des pays dangereux que j'ai traversés. Le Nigeria, il y a certaines parties qui sont vraiment compliquées. L'extrême nord du Nigeria, il y a Boko Haram, c'est un groupe islamiste extrémiste. Dans le sud, il y a beaucoup de kidnapping. Moi, je l'ai pas ressenti le danger. J'ai traversé le pays en vélo, je me suis senti en sécurité. Bon, après, j'ai dormi dans les postes de police, j'ai fait attention. Mais les voitures, là-bas, ils connaissent pas le frein. Hmm. Et justement, on en vient à ma prochaine question qui était en lien avec la sécurité. De quoi tu as besoin maintenant pour te sentir en sécurité et bien au jour le jour? Pour me sentir en sécurité, de quoi j'ai besoin? Et comparé à avant, ce que tu avais besoin avant. Ouais, aujourd'hui, pour me sentir en sécurité, la seule chose que j'ai besoin, c'est de savoir que je vais pouvoir dormir le soir. Hmm. Trouver un endroit où dormir, il n'y a rien de plus facile ici. Soit je dors dans la brousse, soit j'arrive dans un village, je demande à n'importe qui si je peux dormir dans sa cour. Hmm. Et souvent, tu as des oui, hein. Ils sont très ouverts. Ou comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient justement un Européen qui arrive sur son vélo? Comment c'est pour eux? Et blanc. Ils en s'expriment, ils font oh. Et ça, il y a un truc qui est très particulier en Afrique, c'est que l'homme blanc a vraiment fait beaucoup de dégâts sur ce continent. Hmm. Beaucoup, 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 beaucoup. Euh, mais voyager en tant que blanc en Afrique, il continue à mettre les blancs sur un piédestal. Hmm. Tu ressens cette différence de position. Ok. D'ailleurs, ça a un nom, on l'appelle le privilège blanc, Ah. tu vois. Quand je dis le privilège blanc, il n'y a rien de raciste derrière tout ça, mais euh, je peux arriver dans une ville et aller demander à n'importe qui où je peux aller dormir. Je suis blanc, on va toujours me laisser dormir n'importe où. Hmm. Tu prendrais un Africain qui voyagerait à vélo comme ça, ce serait pas la même réponse pour lui. Hmm. Tu sens que tu es Tu vois, privilégié. Mhm. oui, oui, mais c'est même sûr, quoi. L'Église catholique qui me paye 2 nuits supplémentaires à l'hôtel ici, je serais africain, ça ne serait pas produit. Hmm. Tu vois, je peux aller manger au restaurant et puis partir sans payer.
Et puis, la personne ne va jamais me courir après, il va se dire, ah, il va revenir dans 4 jours payés. Mm. Il y a ce truc aussi où la police demande beaucoup d'argent sur la route. Tu te promènes avec ta voiture, il y a beaucoup de barrages routiers et Mm. l'armée va demander les bakchiches. Mm. Généralement, parce que je suis blanc, on va pas me le demander. Ah oui, ça te permet d'avoir des Mm. économies à ce niveau-là en plus. Et même, des fois, on me l'a demandé, je refuse. Et la police, elle va s'énerver un petit peu, et puis elle va finir par dire, c'est quoi le blanc qui négocie les prix tout le temps? C'est fini. Par contre, les Africains, s'ils font ça, ils sont dans la merde comme pas possible. Waouh, tu as pu effectivement négocier en plus avec les gardes frontières. Ah, mais toujours. Moi, c'est exclu, je leur donne de l'argent. Ah. C'était au Togo, j'arrive à la frontière au Togo, j'avais de l'argent, j'avais pile poil de l'argent juste pour le visa. J'arrive à la frontière, petite frontière au milieu des montagnes, et puis le douanier il me regarde, il fait, ah, c'est belle, ça vient d'augmenter juste maintenant. Il manquait 10 000 CFA, 15 francs suisses à peu près. Puis j'avais pas l'argent. Attends 2 secondes, il y a du bruit. Du coup, j'avais pas l'argent. Et j'ai sorti ma tente. J'ai planté ma tente à côté du. Attends. Bonjour, papa. J'ai j'ai planté ma tente à côté du poste frontière. J'ai regardé le douanier, puis je lui ai dit, j'espère qu'il y a une maman qui sait bien faire à manger parce que je vais rester là plusieurs jours. Il y a mon frère qui doit passer ici dans 3 semaines. Donc lui, il aura l'argent. Donc je vais rester 3 semaines avec vous. Puis il a vu que j'étais sérieux. Et du coup, il m'a laissé passer. Non, non, il faut pas. Ce truc de backfish là, Ah. c'est du vol. Mm. Ce truc de backfish, c'est du vol. Mhm. J'étais en train de réfléchir pendant la pause. Euh, je pense que un des enseignements les plus forts pour moi aussi, c'est qu'en vélo, je suis vulnérable. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui, je croise sur ma route aussi beaucoup de blancs qui traversent l'Afrique dans les 4x4 avec les tentes sur le toit ou dans des vannes ou dans des gros camions militaires aménagés. Et ces gens-là, quand je discute avec eux, souvent ils me disent, ah, moi je comprends rien aux Africains, ils sont jamais à l'heure, je comprends pas pourquoi dès que je sors de mon camion, il y a 20 personnes autour de moi. En fait, ils sont toujours enfermés dans leur camion. De temps en temps, ils sortent du camion pour aller pour visiter un village ou faire des visites, mais ils sont toujours enfermés entre quatre bouts de tôle. Et quand ils sont dans leur camion, ils ont le même confort qu'en Europe. Il y en a qui ont des congélateurs avec des stocks de fondue, de fromage, de chocolat. Enfin, tu vois, c'est l'Europe quand tu rentres dans leur camion. Moi, en vélo, il n'y a rien qui me protège autour. Tu vois, dans une journée, je peux faire 40 kilomètres, comme je peux faire 6 kilomètres, et le soir, je vais m'arrêter dans un village. Il y a tout le monde qui va venir autour de moi. J'ai pas de stock de nourriture plus que ça, donc je vais devoir manger la nourriture que les gens y mangent. Mm. Tu vis sans Euh, stock. Mhm. Tu Ouais. vois, c'est une question de poids sur le vélo. Et du coup, en fait, de voyager à vélo me force à vivre de la même manière que les gens que je croise sur ma route. Mhm. Est-ce qu'il y a des locaux qui t'ont le plus surpris, lesquels tu te souviens, qui t'ont le plus marqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y en a plein. Il y en a plein. Et en fait, généralement, ce qui se passe, euh, pour que les gens, tout d'un coup, puissent s'ouvrir d'une certaine manière où ça va me marquer, c'est quand ils voient que moi, je fais pas de différence avec eux. Mais c'est pas parce que je suis blanc que je vais manger différemment qu'eux. C'est tout d'un coup, je vais me lever le matin, je suis au village, et puis je vais leur dire, ben moi, je vais venir travailler au champ avec vous.
Hmm. Et puis là, il me regarde et il s'ouvre, en fait. Et à partir de ce moment-là, je fais partie de leur culture. Tu vois, au Bénin, ils m'ont fait les scarifications ici, sur le visage et puis sur le torse. Ça, c'est Hmm. des choses qui sont très culturelles chez eux. Le Bénin, c'est le pays du vaudou, qui a une religion. Donc, c'est un pays qui est très, 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 très spirituel, qui est, qui est anémique, qui est vraiment, qui garde vraiment ses croyances ancestrales, ce qui est rare en Afrique parce que tout le monde est catholique ou musulman. Et du coup, il y a une partie du Bénin où même tu peux voir les enfants, ils ont tout le visage scarifié. Alors, c'est vrai que nous, on va regarder ça avec nos verres les lunettes européennes, et on va se dire c'est de la maltraitance. Tandis que chez eux, c'est des choses qui sont ancestrales. Et sur les scarifications qu'ils ont, c'est pour leur dire, pour pouvoir savoir de quelle tribu ils viennent, Ça leur permet doit d'être reconnaître identifiés dans des différentes tribus. Et qu'est-ce qu'ils ont voulu exact. transmettre aussi dans cette scarification? Justement, je vais en venir. Il y a la carte d'identité de la tribu. Hmm. Et puis, comme dans le vaudou, il y a des animaux totems. Et quand tu te fais soigner par la médecine traditionnelle, tu peux pas utiliser les soins de ton animal totem. Autrement, ils disent que tu peux en mourir. Du coup, sur les scarifications qu'ils ont, ça leur dit à quel totem ils appartiennent. Au cas où ils doivent se faire soigner, le prêtre vaudou sait directement, ben voilà, lui, c'est le totem du lion ou de la chèvre. On peut pas le soigner avec une chèvre. Hmm. Et ton Et animal après, totem, alors, c'est lequel? hein, Le tien, moi, d'animal j'ai totem? moi, j'ai pas fait d'animaux totem. Ah, ok. Moi, j'ai toujours le même pour moi, c'est le phénix. Ça va pas changer. D'où le nom de ton projet de tour à vélo, Phoenix. Exactement. Donc, tu vois, quand j'ai fait les scarifications sur le visage ici, ça les a ouverts. Ils se sont dit, attends, le blanc, il se scarifie le visage comme nous. Alors, j'ai pas fait aussi de la même manière que eux, parce que ça m'aurait abîmé tout le visage. Mais quand j'étais en Mauritanie, je me souviens, donc c'était le début du voyage en Afrique. Je suis dans le désert, dans une boutique, il fait super chaud. Et puis, il y a un Mauritanien qui est en face de moi, qui est prof de philosophie à l'université, et qui me dit, Julien, si tu veux que dans un pays on t'accueille comme l'un des nôtres et non comme un touriste, regarde les codes invisibles du pays que les gens utilisent entre eux, leur façon de parler, leur mimique, les tics de langage, enfin, des choses invisibles qu'ils ont entre eux, et utilise-les. Et tu verras que les gens, ils vont te prendre comme l'un des leurs et non comme un touriste. Hmm. Donc, tu as maintenant une nouvelle manière de parler avec eux, une nouvelle manière de t'approcher d'eux. Et quels sont ces autres codes invisibles qui te permettent de te sentir, et eux qui leur permettent de te sentir vraiment l'un des leurs et te sentir uni à eux? Ben, là, je dois faire un effort supplémentaire pour pouvoir parler le français d'une bonne manière. Tu vois, comment Justement je aussi, parle. quelle est la barrière au niveau de la langue? Est-ce qu'à chaque fois, ils parlent français sur ton... Ouais, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, ils parlent français, Hmm. à part au Nigeria et puis au Ghana. Mais autrement, ça parle français partout. Et puis, ils ont une manière bien à eux de parler le français. Hmm. Ah, si je me mets à parler comme eux, plus personne va me comprendre sur ton live après. Sauf éventuellement les Africains qui viennent de ces régions-là. Tu as appris leur dialecte aussi. Ouais. Bah, à force de me fondre dans la masse avec eux. Hmm. Hmm. Et les... Ouais. Et Oui. quelles sont les façons de faire? Par exemple, j'arrive dans un village. Moi, ça m'est arrivé au début. Je me souviens, je suis au Togo. Je demande au chef de village si je peux dormir dans son village. Il me dit oui. Je pose ma tente et je vois, il tourne autour de ma tente. Et il est embêté. Je vois sur son visage, il est embêté. Et je dis, il y a quoi? Il me dit, ah, monsieur, je ne sais pas comment vous dire ça.
J'ai dit, je t'écoute. Il me dit, mais nous, on n'a pas de toilette pour le blanc, hein. Je le regarde, je lui dis, tu sais, moi, je vais dans la brousse, je vais dans un trou, je vais où toi tu vas, moi, je vais. Mm. Il Mm. m'a regardé, il était soulagé comme pas possible. Mm. Il se préoccupe de ton confort aussi. Ils s'occupent de mon confort et puis des fois, ils comprennent pas que je suis en Afrique depuis longtemps dans les villages et que je vis comme eux, quoi. Mm. Donc, tu t'entends mieux avec les locaux qu'avec les touristes. Ça, c'est sûr. Les voyageurs à vélo, je m'entends bien avec eux, mais les touristes, c'est une catastrophe. Mm. C'est une catastrophe. Quelles sont les autres plus grandes leçons de vie que tu as apprises durant ce parcours? Donc, tu parlais de la vulnérabilité, tu disais que ça te permettait de te sentir vivant, d'être en mouvement. Quelles sont les autres leçons que ça t'a permis de découvrir? Tu parlais aussi beaucoup de la foi. Comment ton rapport à la foi a changé avec ce voyage? Mm. Alors, pour répondre à ces plusieurs questions, aussi un enseignement qui a été fort pour moi, c'est d'apprendre que l'homme est bon. Hmm. Et lui Quand faire je dis l'homme avec confiance. avec un grand H, hein, Mhm. que l'homme est bon. Il y a des cons partout, hein. En règle générale, l'homme, il est bon. J'ai appris à demander de l'aide. Mhm. Attends, une seconde. Oui, oui. J'ai appris à demander de l'aide aussi, tu vois. Hmm. C'était difficile pour Aujourd'hui, toi avant. ouais, ça a toujours été difficile pour moi de demander de l'aide. C'est pas quelque chose qui est inné. Et quand je me retrouve sur un continent, seul, avec des problèmes, ben, l'aide, faut le demander, en fait. J'ai appris à recevoir aussi. Euh, L'autre jour, il y a un Africain, il est venu vers moi et il a voulu me donner de l'argent. Et moi, tout de suite, je refuse. Je Hmm. refuse parce que je veux pas qu'on me donne de l'argent, puis je refuse parce qu'il y a cette croyance qui vient, qui me dit, j'ai plus d'argent que lui. Lui, il est un villageois, il a pas beaucoup d'argent. Hmm. Et en fait, un jour, il y en a un qui m'a fait la remarque, qui m'a dit, Julien, euh, tu veux te croire au même niveau que nous, mais tu refuses qu'un de nos frères te donne de l'argent, c'est que tu te sens supérieur à nous. Hmm. Je l'ai entendu, la phrase. Hmm. Donc, j'ai accepté. Hmm. Oui, apprendre à recevoir, c'est pas Ouais. toujours évident. Et justement, comment tu finances tout ton voyage, ton parcours? Tu as ouvert une cagnotte Litchi, donc on pourra mettre aussi le lien sous la vidéo pour les personnes qui souhaitent te soutenir. Exactement. Il y a des économies personnelles. Il y a des économies personnelles, il y a la cagnotte. Et il faut aussi savoir que voyager à vélo, c'est sûrement le moyen de voyager le moins cher. Hmm. J'ai pas d'essence à mettre dans mon vélo. Euh, je dors dans ma tente dehors. Il y a juste la nourriture à acheter, en fait, qui coûte pas très cher en Afrique. Hmm. Ce qui me coûte le plus cher, généralement, c'est les frais médicaux. Hmm. Quand j'ai le palu ou d'autres maladies. Hmm. Et puis, quand il faut racheter du matériel pour le vélo. Hmm. Et ça aussi, tu vois, faire cette cagnotte Litchi, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois et des mois que j'y pense, mais que j'ose pas le faire. Je me suis dit, pourquoi je vais faire une cagnotte, demander aux gens de me soutenir, quand je suis sur mon vélo en train de faire un tour du monde. Ça a pas de sens. Et un jour, je me suis dit, je fais de la cagnotte. Et on verra. S'il y a des gens que ça dérange, ben, tant pis pour eux, quoi, en fait. On verra ce qui se passe. Et je vois qu'il y a eu déjà beaucoup de personnes qui ont soutenu cet élan-là, Hmm. parce que ce que j'ai pas réalisé, c'est qu'en voyageant, en faisant mon compte Instagram, ben, les gens voyagent avec moi. Hmm. Et surtout, tu oses faire ce que peut-être aussi beaucoup de personnes ont envie de faire. Tu as osé prendre ce large dans la totale liberté, en faisant totale confiance à la vie, en laissant
tout ton passé derrière toi et vraiment vivre chaque jour une nouvelle vie, une nouvelle expérience, des nouvelles rencontres. Donc oui, c'est Mhm. un parcours très inspirant, c'est sûr. Euh, pour répondre à ta question, quel est mon rapport à la spiritualité, à Dieu? Enfin, je nomme Dieu, pour qu'on puisse mettre un mot là-dessus. Ah, je pense que quand j'étais encore en Europe, ma spiritualité, elle était très intellectualisée. Elle était très intellectualisée. Mon sens du sacré a toujours été important, mais je voyais que c'était très... comment mettre un mot là-dessus? Euh, c'est très dans la forme. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'ai enlevé les formes du sacré, que j'ai enlevé tout ce qui était intellectualisé pour le faire descendre. D'ailleurs, je me pose même plus la question à savoir si je suis spirituel ou pas. Quand je dis je suis spirituel, ça veut dire que je ne me pose même plus la question quelles sont mes croyances ou pas aujourd'hui par rapport à la spiritualité. C'est je vis. Si je dois m'acharner, c'est pas la bonne direction. Si j'ai peur, c'est que c'est là où je dois aller. Hmm. Quel est ton rapport à la peur actuellement, maintenant? Parce que tu as pris tellement, c'est tellement devenu instinctif pour toi d'aller justement, même en tremblant, même avec la peur, à choisir d'y aller et d'agir. Donc justement, tu as développé tant de courage. Donc, est-ce qu'il y a encore une place de la peur Bien sûr, bien sûr. Il y a encore des domaines dans ma vie, là, je n'ai pas spécialement envie de partager en live, qui me font peur, où Hmm. je peux être comme un enfant terrorisé là-devant en me disant, mais comment je vais traverser ça? Hmm. Et je sais que je vais le faire. Hmm. Donc, bien sûr, j'ai encore peur des fois. Mais j'ai la foi derrière, je fais confiance. Hmm. Je fais confiance que je suis en vie. Et puis, si des fois je doute de ma foi, il suffit de regarder où je suis aujourd'hui, pour moi, dans mon expérience de vie. Hmm. Et Ça te permet de ça m'y retrouver reconnaît tout de confiance. suite. Mhm. Hein? Ça te permet de retrouver confiance quand tu vois effectivement où tu es maintenant et tout que tu as traversé. Exactement. Exactement. Combien tu es soutenu par la vie aussi. Mhm. Où on est la vie tout court. Mhm. On est la vie. Mhm. Et au niveau des conditions météorologiques, est-ce que tu n'as pas eu à être confronté au grand froid? Donc, est-ce que par rapport au chaud, justement, par contre, comment là, c'était les températures, les nuits? Ah, il y a des fois, quand j'étais au Togo et au Nord Togo et Nord Bénin, qui sont proches du Sahel, c'était l'enfer. Sur mon thermomètre annonçait 55, 57, 58 degrés des fois sur le vélo. J'ai des pièces de mon vélo qui se sont cassées à cause de la chaleur. Mon GPS, il s'est cassé à cause de la chaleur. Mhm. À 10 heures du matin, il fallait arrêter de faire du vélo. Mhm. Je dormais tout l'après-midi, je me mettais au restaurant. Et puis je dormais au restaurant tout l'après-midi. La nuit, on n'arrivait pas à dormir. Non, non, il y a des fois, ça a été très, très, très difficile. Mhm. Et les conditions climatiques changent d'un pays à un autre. Quand j'étais au Congo, c'était dans la jungle, c'était l'humidité. Un moustique qui me pique, c'était l'infection. Je me fais antibiotiques directement parce que c'est des furoncles qui se transforment, ça s'infecte, c'est humide, ça cicatrise pas. Mhm. Mais je m'y habitue. Au bout d'un moment, je réalise même plus qu'il fait humide. Mhm. Et puis là, je me rapproche de nouveau du désert. Et il recommence à faire très, très chaud. Mhm. Et quel est ton lien maintenant à la nature? Comment ça a changé par rapport à avant ton voyage? Bah, la nature a toujours été importante pour moi, mais aujourd'hui, une chose qui est sûre, euh, bah, je vis dehors à 24 heures sur 24 la plupart du temps. Je crois que c'est un besoin qui serait ultra important pour moi. Si aujourd'hui je rentre en Suisse, j'irai chez mes parents, je mettrai ma tente dans le jardin.
La nature, c'est ta maison maintenant. Hmm. Voilà, je pourrais dormir dans un lit une semaine pour le confort, mais je crois que je dormirais dans le jardin. Hmm. Hmm. Et ton rapport à ton corps aussi, comment ça a changé maintenant? Hmm. Ça peut être difficile le rapport au corps, à mon corps pour moi, parce que le, selon l'intensité du vélo que je fais, la chaleur, enfin, les conditions météorologiques et l'alimentation, mon corps peut faire yo-yo. Je peux perdre beaucoup de poids comme actuellement, j'ai perdu énormément de poids. Et puis je peux arriver dans le prochain pays, le Namibie, où c'est presque comme en Europe, où je peux reprendre 15 kilos en 3 semaines. Hmm. Donc c'est vrai que ça fait yo-yo. Quand tu es sur la route, par exemple, si tu peux passer 3 semaines dans la brousse, eh ben, tout d'un coup, ça devient difficile de se raser, ça devient difficile de me laver avec une vraie douche. Donc, je peux vite me sentir sale. Les habits, je peux pas les laver tous les jours. Donc, des fois, c'est très... Et tout d'un coup, j'arrive dans un hôtel ici où il y a la douche chaude, il y a un rasoir. Donc, c'est vraiment le rapport, c'est quelque chose, ben, un truc tout con, juste mettre du déodorant tous les matins, c'est ma façon à moi de prendre soin de moi, Hmm. de me rappeler que je dois prendre soin de mon corps. Hmm. Parce que je peux l'oublier, mon corps, justement. Hmm. Et avec ces maladies, parfois, bah oui, ça t'appelle à prendre des longues pauses et te reposer. Ah, je suis champion, ça. Pour les maladies, je suis champion. Avec notre système immunitaire en Suisse, hmm, tu as... Ah, ça, je suis champion. Ah, les maladies, là. Tu vois, là, j'ai attrapé la dengue. Qu'est-ce que C'est c'est les que ça? moustiques. C'est une maladie que les moustiques ils donnent, Hmm. mais c'est une maladie pratiquement impossible à attraper. Hmm. Ils sont tellement Elle immunisés existe, là-bas. Hmm. elle existe, mais même les blancs qui sont ici attrapent rarement la dengue. Tu vois, il fallait que ça tombe pour moi. Hmm. Bah, moi, j'ai l'occasion de discuter avec toi maintenant. Hmm. Voilà, exactement. Et puis ton rapport aux autres aussi maintenant, bah, comment ça s'est transformé? C'est-à-dire, tu peux reformuler la question, s'il te Oui, plaît? comment depuis le début de ton voyage, ton rapport aux autres s'est transformé? Hmm. Aujourd'hui, aujourd'hui, je prends conscience que je suis ni meilleur, ni moins bien que les autres personnes qui sont autour de moi. Hmm. Non, Hmm. que je me sens au même niveau que les gens, ni en dessous, ni en dessus. Mhm. Ils sont vraiment Par des poids contre, égaux, frères et sœurs. Mhm. exactement, par contre, je réalise à quel point je suis privilégié. Mhm. À quel point je suis privilégié d'être un homme qui est né en Suisse. Mhm. Quand je dis privilégié, il n'y a rien de patriarcat là-dedans. C'est juste qu'en Afrique, le, le rapport à la femme est très compliqué. Tu vois, il y a à côté dans les villages, l'homme, il est assis sur sa chaise, il va appeler sa femme pour que sa femme aille lui chercher à boire. La femme, elle s'est levée à 5 heures du matin, elle a lavé la cour, elle a préparé à manger, elle va travailler au champ, elle reprépare le soir, elle va faire la lessive. Ou c'est les filles qui vont faire la lessive, qui vont s'occuper, enfin, qui font Elles sont toutes au les service tâches. des hommes. Mhm. Exactement, elles sont au service des hommes. Mhm. Je me dis, j'ai juste de la chance d'être né en Europe, en Suisse. Mhm. Et est-ce que tu sens... Normalement, Oui. je dirais normalement en Afrique,
Euh, dans un couple euh, sain, où l'homme n'est pas macho, euh, le rapport à la femme et à l'homme est très, très différent de chez nous. La femme, elle va jamais, par exemple, parler plus haut que son mari. Elle peut faire des remarques à son mari, mais elle va jamais lever la voix plus haut que son mari. Elle va s'occuper des tâches ménagères, de faire à manger pour que quand son mari rentre du travail, tout ça. Mais son mari, de l'autre côté, il a du travail à faire pour sa femme aussi. Ça, c'est dans un couple qui est équilibré en Afrique. Mais c'est très rare de voir des couples équilibrés comme ça en Afrique. Hmm. Tu n'as Tu pas vois, encore rencontré des couples inspirants pour toi. j'en ai rencontré des couples inspirants. Je ne sais pas si cette manière de vivre-là m'inspire. Hmm. J'ai rencontré des couples très respectueux qui vivent avec ce rapport homme-femme, comme je viens de t'expliquer. Mais la plupart du temps, les couples que j'ai vus, la femme reste soumise à l'homme et l'homme ne fait pas sa part de responsabilité envers la femme. Hmm. Tu Ouais. vois. Hmm. Donc voilà pour ça que je dis que j'ai de la chance. Je me rends compte à quel point je suis privilégié d'être né dans cette partie du monde. Donc, ton interaction avec les femmes en Afrique, j'imagine qu'elles sont aussi très surprises parce que tu les considères vraiment aussi d'égal à égal. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a énormément d'Africaines qui aiment les Blancs, Ah. Hmm. parce qu'ils savent que la plupart des Blancs sont doux avec les femmes, Hmm. Ah. même dans la sexualité, hein. Et Hmm. ils savent que les Blancs vont les charmer, vont leur faire la cour, vont faire des préliminaires, vont passer du temps. Une fois qu'ils ont fini de faire l'amour, vont rester dans le bras dessus, bras. Enfin voilà, comme on connaît chez nous. Eux, c'est pas ça ici. Mais il y a encore beaucoup les pratiques d'excision aussi dans tous ces pays. Voilà, beaucoup de pays. Pas dans tous les pays, mais beaucoup de pays. Hmm. Même si c'est interdit, le pays le plus où il y a eu le plus d'excision, c'est en Guinée-Conakry. Hmm. C'est 80% de la population qui est excitée. Hmm. Hmm. Ouais. Même aujourd'hui, le gouvernement a interdit ça. Ça se fait encore. Au Sénégal aussi, il y a beaucoup d'excision qui se fait. Hmm. Je collabore justement avec une association en Guinée qui aide pour la prévention et qui redonne un nouveau métier à ces femmes exciseuses, justement en les reconvertissant soit dans l'agriculture ou la couture. Mm. Oui, et puis l'excision, ça se fait de manière très barbare. Mm. Dans les villages, en plus, comme c'est des coutumes qui sont illégales maintenant et que ça continue à se faire, ils prennent la petite fille dans la brousse, ils font ça avec une lame de rasoir sur une pierre en plein milieu de la brousse. Mm. Et toi, j'ai eu discuté j'ai essayé d'aborder le sujet avec des gens. C'est vraiment des sujets qui sont tabous. Mm. Et en même temps, elles sont très mal vues si effectivement ce n'est pas effectué, ce type d'intervention entre les femmes. Entre les femmes, ouais. Après, j'ai rencontré une femme qui avait été excisée, avec qui j'ai pu discuter de ça. Et puis, j'ai rencontré aussi d'autres femmes en Guinée qui n'étaient pas du tout excisées, qui étaient contre j'arrive pas à contre cette pratique-là. J'ai discuté avec des hommes. Et voilà, avec les hommes, c'est toujours le même discours. Ah, mais nous aussi, on nous coupe le prépuce. Et puis, je leur dis, mais vous êtes cons ou quoi? On te coupe le prépuce, mais tu as toujours accès à ton plaisir. C'est pas la même chose que d'enlever des lèvres ou enlever le clitoris, quoi. Ça n'a rien à voir. Pas comparé, quoi. Et les risques après de mortalité lors de l'accouchement. Et, bien sûr, tout ce qui va avec. Mm. Donc, tu vois, la Guinée-Conakry, c'est un pays qui est très en retard aussi, hein. Mm. C'est un pays qui est très en retard,
très peu développé, qui n'a pas d'électricité, qui a pas de route, qui a pas. Et quand C'est même aussi accès à le l'eau pays. potable, hein. Mhm. Hmm. Quand même suffisamment accès à l'eau potable. Oui, c'est le pays où il y a le plus d'eau potable, je pense que tu peux trouver. On appelle ça le château d'eau d'Afrique, il y a de l'eau partout. Mhm. Du coup, c'est le pays aussi où il y a le plus d'enfants qui meurent du palu. Mhm. Parce que dans les villages, euh, les enfants tombent malades du palu. La famille va d'abord essayer de le soigner de manière traditionnelle. Et une fois qu'ils voient qu'ils n'y arrivent pas, ils l'emmènent au centre de santé du village. Mais quand ils l'amènent, c'est trop tard. Le médecin sait déjà que c'est fini, malgré toute la prévention. Mhm. On ne peut pas s'en sortir sans les antibiotiques, hein. Mhm. Mhm. Non, non. Un adulte, peut-être qu'il peut s'en sortir sans un traitement. Il va vraiment souffrir, mais il peut s'en sortir sans le traitement. Mais un enfant, non. Mhm. Pourtant, le traitement, ça dure 3 jours, hein. Tu es guéri à 100%. C'est ça qui me dépasse. Et puis, les traitements pour le palu, généralement, ils sont offerts par le gouvernement. Mhm. De la même manière que dans la plupart des pays que j'ai fait, les traitements pour le sida, pour le HIV, sont offerts par le gouvernement. Et encore, le gouvernement paye les gens pour qu'ils puissent venir prendre leur traitement. Mhm. Ils gèrent la contagion. Mhm. Exactement. Tu as visité beaucoup d'endroits hors des sentiers battus. Lesquels t'ont le plus marqué? Quelle expérience ça t'a apporté? Comment ça t'a enrichi? Et qu'est-ce que tu recommanderais aussi? Moi, je recommanderais aux gens d'aller visiter la Guinée, vraiment. Parce que c'est un pays qui n'est pas touristique et les Guinéens sont des gens avec un accueil incroyable. Ils ont une végétation et une nature qui est magnifique. Je recommanderais aux gens d'aller visiter le Bénin, mais pas le côté touristique, hein. Le nord du Bénin, c'est là où j'ai vu des gens qui vivent dans on appelle ça les tata samba. C'est des châteaux qui sont faits en terre, hein. Et ils vivent là-dedans avec les statues de leurs ancêtres devant l'entrée de la porte qui les protège tout le temps. C'est magnifique. Mm. Et puis d'aller au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, on a traversé 2 jours de piste dans la jungle pour arriver dans un petit village où on est resté 20 jours pour voir les éléphants. Et les éléphants, boum, ils traversent le village. Mm. Et justement, ces Avec- personnes qui auraient envie de faire un voyage similaire dans tous ces magnifiques pays, de quoi est-ce qu'ils auraient besoin? Qu'est-ce que tu leur recommandes de prendre avec eux? Et puis au niveau de préparation psychologique aussi, physique, de quoi ils ont besoin? Pour faire à vélo, Mhm. Un même ils ont voyage besoin d'un similaire. vélo. Ils ont besoin d'un vélo et de faire le premier coup de pédale. Mm. C'est ça le plus dur en fait, c'est le premier coup de pédale. Mm. Et puis après et après de laisser la route, c'est guider le chemin. Hmm. Laissez la goutte, la goutte. Laissez la route guider le chemin. Hmm. Très Ouais, il y a beaucoup de gens qui me contactent, enfin beaucoup, il y a des gens qui me contactent sur Instagram pour me demander comment préparer le voyage à vélo en Afrique, hein. Hmm. Et je les vois avec toutes leurs peurs et je leur dis, mais l'Afrique, c'est l'Afrique. Allez-y. Je pense que tu peux dormir n'importe où, tu peux demander de l'aide à n'importe qui, il n'y a aucun problème. Peut-être juste être à jour avec les vaccins, c'est tout. Hmm. Hmm. Super. Et puis, si tu pouvais écrire un livre sur tout ce voyage extraordinaire, cette aventure, comment est-ce que ça s'appellerait? Hmm. Euh, je pense qu'il s'appellerait Phoenix. Hmm.
Excellent. Je l'appellerais le voyage de la Renaissance. Wow, le voyage de la Renaissance. Mm. Mm. Et est-ce que Parce que tu c'est sens... vraiment ça. Oui. Tu vois, c'était vraiment ça. J'ai passé à la machine à laver. Mm. Tu vois, j'ai été déconstruit, puis on me reconstruit. Une fois que je crois que je suis reconstruit, on me redéconstruit. Mm. Ouais, le voyage de la Renaissance. Et quelles sont les nouvelles compétences que ça t'a permis de développer dans ces nouvelles renaissances? Euh, Quand j'ai quitté la Suisse avec mon vélo, je ne savais même pas changer une chambre à air de mon vélo. Aujourd'hui, je peux démonter totalement mon vélo pièce par pièce et le remonter sans aucun problème. Dans les nouvelles compétences, c'est la résilience en fait. Je Mm. crois que ça, c'est la compétence la plus forte que j'ai développée. C'est de pouvoir m'adapter partout, de pouvoir dormir partout. Bah, Mm. en Suisse, il fallait que je dorme dans un silence absolu. Mm. Aujourd'hui, je peux dormir à la belle étoile à côté d'une gare de chemin de fer. Je vais pas me réveiller de la nuit. Mm. Ah, ton système nerveux s'est beaucoup, beaucoup apaisé. Ou alors surtout, il lui en faut beaucoup pour être mis sous alarme maintenant. Exactement, exactement. Ouais, non, je pense que la résilience, c'est vraiment la capacité que j'ai le plus développée. Mm. Mm. Et est-ce que tu sens que ton vélo va te ramener un jour en Suisse ou peut-être ailleurs pour aller laisser grandir des racines? Je sais pas, Ou qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter de pédaler? je sais pas. Ça, c'est pas moi qui décide. Pour l'instant, tu es heureux sur la route et tu continues à pédaler. Pour le moment, l'objectif principal, c'est Afrique du Sud, Cape Town. Après, je verrai ce que je fais. Hmm. J'espère qu'on pourra refaire une nouvelle discussion lorsque tu seras arrivé en Afrique du Sud et voir comment tu te Encore sens et les il y nouvelles a aventures. encore quelques mots. Non, live, celui-là. Et qu'est-ce qui t'a peut-être aussi le plus émerveillé durant tout ce parcours que tu aimerais que d'autres personnes puissent expérimenter aussi? Et pour ensuite qu'elles puissent développer quoi à l'intérieur d'elles? Ou que quoi grandisse à l'intérieur d'elles? Moi, je pense que ce qui serait bien que les gens puissent expérimenter, c'est le partage. Hmm. C'est le partage. De voir que les gens qui ont le moins sur cette planète sont ceux qui vont te donner le plus. Les plus généreux. Hmm. Moi, j'ai une amie au Sénégal qui m'a contacté il y a ouais, il y a peut-être 1 ou 2 mois en arrière, qui me disait, ah, mais Julien, elle habite dans un village, hein, elle est une dame qui est pauvre pour nous. Elle survit avec ce qu'elle a là-bas. Elle m'a dit, Julien, comment je fais pour mettre de l'argent sur ta cagnotte? Hmm. Moi, ça m'a. Je lui dis, ah, mais il faut une carte de banque, ça va être compliqué. Oui, mais moi, je veux mettre de l'argent sur ta cagnotte. Tu vois, elle aurait peut-être mis 2 francs suisses, 1 franc suisse, 50 centimes suisses, je sais pas, 5 centimes suisses, j'en sais rien. Je lui ai dit, mais juste, je lui ai dit, tu vas pas pouvoir parce que c'est trop compliqué, t'as pas de carte de banque, tout ça, mais juste le fait que tu me demandes, ça me touche. C'est les gens qui ont le moins qui donnent le plus, avec le sourire. Hmm. Ils ont ce mantra qui disent, c'est difficile, mais on est ensemble. Et Hmm. j'aimerais vraiment que les gens ils puissent renouer avec cet élan de solidarité. Hmm. En Europe, on est seul. Hmm. On se cloisonne beaucoup en Europe, on se divise beaucoup, on se labellise beaucoup. Hmm. Bien sûr, bien sûr. Hmm. Donc le partage et puis retrouver surtout la puissance de ce cadeau et à quel point on peut recevoir dans le donner également.
Mm. Bien, Comme c'est bien réciproque sûr. et Et je me bidirectionnel. rends compte, et je me rends compte aussi qu'en Europe, on a des problèmes existentiels de gens qui ont le frigo plein. Mm. Tu vois, on peut se poser des questions sur certains sujets qu'on pourrait pas, que ça nous traverserait même pas la tête si le frigo il serait vide. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je n'ai jamais vécu avec un frigo vide, donc je pense pas que je peux ressentir cet autre mode de Tu vie. vois, ce que je veux dire ici, c'est qu'ils sont à des années-lumière de se poser toutes les questions éthiques qu'on est en train de se poser en Europe. Mm. On se pose trop de questions. On se pose trop de questions Mm. parce qu'on a les moyens de se poser toutes ces questions. Je Je suis... pense Oui. juste revenir, voilà, ce voyage à vélo me ramène juste à l'essentiel. Mm. C'est juste l'essentiel. Retour à l'essentiel. Oui. C'est Mm. de vivre de manière simple. Mm. Et ça nous permettrait de vivre dans davantage ouais, de paix et de sérénité. Effectivement, Mhm. on arrive à retourner à plus de simplicité, à Mhm. ralentir. Mm. Attends, ça, ralentir. Mm. Moi, je suis une tortue sur mon vélo. Une tortue. Mm. Et la prochaine question, c'est quels sont les moments particuliers de ton voyage que tu n'oublieras jamais, que tu te souviendras, qui t'ont permis d'avoir les plus grandes prises de conscience, qui t'ont permis de mettre derrière toi, bah, justement, un ancien Julien et qui t'ont permis des nouvelles renaissances. Quels sont ces moments particuliers? Hmm. Ah, quels sont ces moments particuliers Que tu te dans la souviendras chambre? toujours. C'était mon ami qui vient de rentrer dans la chambre Mm. et il est bruyant, donc j'ai quitté la chambre. Ah, bah, la fois où j'ai attrapé l'hépatite B au Congo, seul dans cette ville, que je pouvais plus bouger, j'avais la fièvre, j'étais vraiment au bout de ma vie. Là, je savais qu'il n'y avait pas le choix, en fait, qu'il fallait trouver la force, lier les affaires, porter le vélo, trouver un transport, descendre à la capitale. Ça m'a pris une journée de transport en bus. Euh, et là, il y a un truc qui s'est passé à l'intérieur de moi en me disant, Julien, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Je ne peux pas me dire, mon corps, il va pas suivre. Il faut que mon corps, il suive. Et malgré la fièvre, malgré l'état physique dans lequel j'étais, mon corps, il a suivi. Je ne sais pas où il a trouvé l'énergie. Je ne sais pas comment mon corps il a fait ça, mais il a réussi à quitter l'endroit où j'étais, j'ai réussi à mettre toutes mes affaires dans le bus, à supporter le bruit du bus jusqu'à la capitale où j'ai rejoint mon ami, où je me suis écroulé. Mm. Et là, ça m'a juste montré en fait la puissance du corps. Et une volonté d'acier qui permet d'aller trouver des forces au-delà du physique. Mm. Mais je pense que c'est même pas une question de volonté, c'est une question qu'il n'y avait pas le choix. Pour vivre, tu as choisi de faire un pas après l'autre, comme une pédale après l'autre. Mm. Et au fond de moi, à ce moment-là, la seule chose que j'avais envie, c'était de m'asseoir par terre et de me laisser mourir. J'allais pas mourir de l'hépatite B, on ne meurt pas. Mais dans l'état physique dans lequel j'étais, moi, je voulais juste m'asseoir par terre, pleurer, et puis que maman elle vienne me chercher avec un hélicoptère pour me ramener en Suisse. Mm. C'est juste ça ce que je voulais à ce moment-là. Mais non, c'est pas possible. Ou les fois où mon vélo il se casse au milieu de rien du tout, et il faut le réparer, il faut trouver, il faut être ingénieux pour pouvoir réparer et continuer. Ou la fois où, ah, j'avais oublié ça.
au Bénin, je dors dans ce fameux village où je t'ai expliqué l'histoire de la chèvre avant. Dans la case à côté de moi, il y a une dame qui est enceinte, euh, qui, qui vit là. Un matin, elle me regarde, elle me dit, ah, Julien, puis je vois l'eau qui coule entre les jambes, en fait. Puis elle me dit, bon, bah, je vais partir accoucher. Je la vois partir à pied pour partir accoucher. Et puis à pied, c'est marcher 20, 25, 30 minutes dans la brousse jusqu'au centre de santé avec l'eau qui coule entre les jambes. Après, je vais la voir plus tard dans la journée. Puis elle me dit, tiens, c'est pour toi. Puis elle me tend un sac. Elle me dit, tu iras vers l'ancien du village. Je te dirai qu'est-ce qu'il faut faire avec. Tu ouvres pas le sac avant. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce sac. J'arrive vers l'ancien du village, il sort le placenta. Et puis il me dit, tiens, maintenant tu vas faire un trou dans la cuisine de la dame, donc la cuisine à l'extérieur, dans sa cour, et puis tu l'enterres. Mm. Puis je me retrouve à enterrer le placenta d'une dame que je connaissais pas 2 jours avant, en fait. Et c'est vrai que je vois ça. Il y a une première partie de moi qui est un peu surpris, un peu dégoûté parce que je m'y attends pas. Et l'autre partie, ben non, il faut le faire. Et ils te font tellement confiance dès le départ aussi. C'est tellement beau ça. Là aussi, ils voient et ils font confiance que l'humain est bon Et- dès la base. Exactement. Et ça, c'est quelque chose de sacré pour eux. Mm. Surtout au Bénin où c'est le vaudou. Donc, je pense que ouais, la bonne volonté, en fait, et la résilience, c'est les deux choses qui m'ont changé à jamais. Mm. Mm. Et puis au niveau des paysages, ceux qui t'ont le plus coupé le souffle, que tu as vraiment envie de te souvenir d'avoir cette photo mentale, quels sont ces plus beaux paysages? C'est les chutes d'eau que j'ai vues en Angola. Mm. Ce sont les deuxièmes plus grandes chutes d'eau d'Afrique. Elles sont sur mon compte Instagram. L'endroit est juste magnifique. Mm. L'endroit est juste magnifique. Ouais. Ça, je pense que c'est un des plus beaux paysages avec les couchers de soleil qu'il y a ici en Angola aussi, des couleurs que j'ai jamais vues dans le ciel. Mm. Et là, comme j'approche du désert, il y a très peu de pollution lumineuse. Et quand je me couche dans ma moustiquaire le soir, quand il n'y a pas de pluie, je mets pas le toit, c'est juste la moustiquaire. Je me couche avec la voie lactée en dessous de ma tête, Mm. comme je l'ai jamais vu en fait. De temps en temps, il y a des étoiles filantes qui passent. Mm. Euh, Mm. Quand j'espère voilà, que dans le désert, il n'y aura pas trop non plus de ces fourmis rouges très invasives. Mm. Ah, oh la merde, ça. C'est pas des fourmis rouges, c'est des fourmis carnivores. Mm. Elles ont des pinces. Mm. Les autochtones, les pygmées, par exemple au Cameroun, ceux qui vivent dans la forêt, les utilisent pour recoudre leurs blessures. Mm. Elles ont un pouvoir Et, cicatrisant. Mm. ouais, si tu veux, ils les prennent, ils mettent la tête sur la blessure, la fourmi, elle va pincer, et puis ils la laissent comme ça, en fait. Ça Mm. fait que ils mettent trois, quatre fourmis sur la blessure, la fourmi, elle pince, et ça recolle la peau ensemble. Mm. Et en fait, cette nuit-là, elles ont bouffé ma moustiquaire. Elles ont fait des trous. Donc, il y a des centaines de trous dans ma moustiquaire, et elles sont rentrées par centaines dedans. Mm. Et puis, elles m'ont attaqué de partout. Mm. T'as pas eu un sommeil très, très réparateur cette nuit-là. Non, pas cette nuit. Pas cette nuit. Mm. Et puis maintenant, quelle différence tu apporterais avec tous ces nouveaux outils que tu as appris? Qu'est-ce que tu apporterais de différent à la thérapie maintenant, à tes approches dans la thérapie? Si... Je ne sais pas si parfois tu accompagnes des gens quand même sur ton chemin ou si un jour tu as envie de reprendre l'accompagnement de personnes ou de groupes. Et qu'est-ce que tu ferais de différent maintenant dans tes approches? C'est une question, en fait, c'est une question que je me pose souvent aujourd'hui. Moi, je pense déjà la première chose que je ferais différent dans mon approche, c'est que j'aurais plus envie de vivre de la thérapie. J'ai envie de continuer à faire de la thérapie, mais ne plus gagner de l'argent avec.
Mm. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, qui a été très difficile pour moi. C'est bien de faire des soins thérapeutiques, tout ça. Il faut payer les factures, il faut payer à manger, il faut payer le local. Donc, c'est normal de se faire payer. Mais au bout d'un moment, ce qui s'est passé pour moi, c'est que les gens que je recevais, je les voyais plus comme, ah ben voilà, les trois qui vont venir là, c'est mon loyer. Ah, et puis les cinq là, ça va être mon assurance. Ah, et puis ça va être ça. Ah, et puis Tu voyais ça plus va être l'humain ça. en Donc, du face de coup, les gens, toi mm, et ce dont il avait je, besoin je voyais, de je passer. voyais la facture qu'il fallait payer derrière. Et Mm. du coup, ça me mettait vraiment dans une posture où je me sentais pas bien avec ça. Donc, aujourd'hui, j'aurais vraiment envie de pouvoir créer de l'argent d'une autre manière Et et tu que m'as les gens accompagné dans la qui, thérapie juste pour le soin. Mhm. juste pour le soin, qu'il y a un échange qui se fasse, mais que ça soit les gens qui décident de quelle manière ils veulent procéder à l'échange. Mhm. Mhm. Et puis tes approches thérapeutiques, est-ce que lesquelles tu utiliserais à partir de maintenant? Tu continuerais Je continue. l'hypnose? Je pense que je continuerai l'hypnose, je continuerai les huiles de sudation surtout, Mhm. les constellations familiales aussi. Mhm. Je ne sais pas si je continuerai l'hypnose. Je continuerai à utiliser l'hypnose comme je peux l'utiliser dans les huiles de sudation, mais pas en tant que telle. Mhm. Et dans ces huttes de sudation, euh, qu'est-ce que tu aimerais apporter aux personnes qui viendront vivre ces expériences avec toi? Avec quoi tu Hmm. aimerais qu'elles repartent? Hmm. Alors, à cette question-là, je ne peux pas répondre parce que dans la hutte de sudation, moi, je suis juste un vecteur en ce qu'il y a en dessous de moi. Ça va passer par moi pour apporter ce dont les gens ont besoin dans la hutte de sudation. Si moi, je commence à croire que je sais ce dont les gens ont besoin, c'est mon ego qui va rentrer dans la hutte. Je ne peux pas faire ça. Mais il y a trop d'enjeux énergétiques là derrière. Mhm. Ce serait mon ombre, en fait, qui Mhm. ferait ça. Et je ne peux pas rentrer avec mon ombre dans une hutte de sudation. Mhm. Tu vas vraiment être ouvert Bon, et disponible à être au c'est service ça. pour ce qui vient. Mhm. Moi, je pense que dans une hutte de sudation, ce qui serait important pour moi, parce que la hutte de sudation, de la manière dont je les ai toujours amenés en Suisse, c'est pas juste la cérémonie dans la hutte, dans le noir, avec l'eau sur les pierres. C'est tout ce qui se passe avant, quand on va tous dans la forêt, couper les noisetiers pour construire la hutte, mettre les couvertures, le moment après où on mange tous ensemble. Euh, et je pense que pour moi, ce sera toujours important qu'on crée toujours cette hutte ensemble, parce que ça crée le lien, on est ensemble. Et je pense que ce que je voudrais mettre plus en avant dans ces stages-là, c'est le vivre ensemble. Mhm. 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 Vivre ensemble dans la solidarité, le partage Ouais. et la lenteur. Et la lenteur. Yes. Hum, et maintenant, ouais, disons que s'il y avait un autre moyen maintenant pour toi de partir à l'exploration, quel moyen est-ce que tu utiliserais? Et justement, si ce n'était peut-être pas sur la Terre maintenant, est-ce que tu irais dans les airs? Est-ce que tu as envie d'explorer peut-être plutôt sur les mers, les océans? Moi, j'ai envie de traverser l'Atlantique en bateau, en voilier. Ok. Ouais. Hmm. Donc, peut-être pour la suite, des aventures en bateau, sur des navires t'attendent. Si je dois changer de continent, je pense que je changerai de continent en voilier. Hmm. Et après, pour la suite, je pense que plus tard, si un jour je suis posé, ce serait de voyager en van ou en 4x4. Hmm. Hmm.
Parce que je pense que cet esprit nomade est vraiment à l'intérieur de moi aujourd'hui. Mhm. Mhm. Tu as envie de continuer de nourrir cette forme de voyage. Mhm. Ouais, de pouvoir. Et je pense que l'humain est nomade à la base. Mhm. Je Mhm. pense que nos ancêtres étaient nomades. Et c'est pour ça d'avoir reconnecté ça chez moi, ça me permet de me sentir vivant. Mhm. Mhm. Et puis, pour terminer, est-ce qu'il y aurait un dernier message que tu aimerais transmettre, quelque chose que tu aimerais que les gens se rappellent au fond d'eux? Mhm. Donc, faut juste avoir de la gratitude le matin quand on se réveille parce que c'est une chance de pouvoir se réveiller chaque matin et c'est une chance de pouvoir se coucher vivant chaque soir et qu'en fait le reste c'est pas important. Mhm. Donc juste ne pas oublier de vivre Mhm. et que tous les problèmes existentiels qu'on peut avoir sont pas importants du moment qu'on peut manger à notre faim. Parce Mhm. faut savoir se foutre la paix. Mhm. Redonner la valeur juste au simple souffle, à la respiration, au cœur qui bat. Juste au ressenti, juste au ressenti. Mhm. Se simplifier la vie, parce qu'on a tendance à trop la complexifier, oui. Mhm. Juste se reconnecter à cette pulsion de vie, en fait, qui, Pulsion de comme la vie. respiration. Juste se reconnecter à la pulsion de vie, de respiration. Mhm. Est-ce que ton lien à certaines émotions aussi peut-être ont changé? La colère, la tristesse, la joie, l'étonnement, le dégoût. C'est toujours autant difficile pour moi de toucher ma tristesse, de pouvoir pleurer. C'est toujours autant difficile. J'y arrive. C'est vraiment pas quelque chose qui est inné chez moi. Euh, mais mon lien avec les émotions, aujourd'hui, j'ai compris que chaque émotion, en fait, pour moi, est positive parce qu'elle a une force derrière. Quand je suis triste, quand je traverse un village, que tout d'un coup, je suis touché par la tristesse parce qu'il y a un enfant qui vient de mourir du palu, eh ben, ça me permet d'être encore en lien plus profond avec les gens qu'il y a autour de moi. Quand je suis dans la colère, ça me permet tout d'un coup de poser mes limites beaucoup plus facilement. Et ça, j'ai dû apprendre. Ça aussi, c'est un cadeau pour moi énorme, c'est de savoir dire non. Tu sais, dans les grandes villes, je suis blanc, je passe, il y a beaucoup de gens qui vont me demander de l'argent. Mhm. Au début, j'étais embêté. Je faisais un peu le zigzag comme ça, je savais pas comment réagir. Et aujourd'hui, c'est non. Mhm. Même Clair, aux net et frontières. défini. Là aussi, Hein? même avec les gardes frontières, tu Même avec, ne te fais pas même avec les arnaquer. gardes frontières. Ouais, exactement. Mhm. Merci infiniment, Julien, pour ce très beau partage. J'espère que ça va rassurer certaines personnes qui ont envie de partir à l'aventure, loin aussi, avec un sac à dos sur elles. Hmm. Et, et puis permettre à d'autres de découvrir ouais, toutes les Je, beautés qu'on peut vivre dans un tel voyage. je vais rajouter quelque chose. Mhm. Il y a des femmes qui ont envie de partir en voyage à vélo, en voyage en sac à dos, que ce soit en Afrique ou n'importe où, en stop. Faites-le. Faites-le. Je connais une femme qui a traversé l'Afrique à vélo toute seule. Ah, d'autres qui l'ont fait en stop toute seule. Ça s'est très, très bien passé. Il n'y a aucun problème. Et au contraire, ça a presque été plus simple pour elles de voyager que pour nous, les hommes. Parce que les gens sont encore plus avenants envers elles du fait que ce sont des femmes. Mhm. Mhm. Intéressant. Même en Afrique, les âmes Là, sont... Mhm. il y a Les des âmes. pays, alors il y a des pays en Afrique comme le Sénégal
quand tu es dans les endroits touristiques et que tu es une femme, ils peuvent être assez collants, effectivement. Mais c'est pas tous les pays qui sont comme ça. Hmm. Celles que j'ai en tête, elles n'ont pas eu de problème plus que ça, en fait. Pas plus qu'en Europe. Hmm. Mhm. Est-ce que tu aimerais terminer avec un mantra à transmettre, à cultiver au quotidien, ou quel est le mantra qui te permet de justement de garder cette force régulièrement? Moi, j'ai deux mantras. J'ai trois mantras. Le Hmm. premier, c'est tremble mais avance. Tremble mais avance. Hmm. Mhm. Le deuxième, c'est on est ensemble. On est ensemble. Maintenant, aujourd'hui, j'ai aucun problème à aider les gens. Puis quand ils me disent merci, je leur dis c'est normal, on est ensemble. Et puis, le troisième mantra que j'ai, c'est une prière que j'utilise depuis de nombreuses années. C'est la prière de Marc Aurèle. Il dit, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Hmm. Ça me remet en fait sur le fait que je ne suis pas tout puissant, que je peux changer seulement ma façon de voir le monde. Et le reste, il faut que je l'accepte parce que ça ne m'appartient pas. Hmm. Ça te permet d'accueillir le vivant avec toutes ses beautés et ses Exactement. difficultés. Exactement. Et qu'est-ce qui pourrait rendre ton voyage juste encore plus merveilleux là maintenant? Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? Hmm. Une bonne fondue. Bah, t'es Un bienvenue. bon, Si un jour tu reviens à Lausanne, on partagera une belle fondue ensemble. un bon vacherin. Ça. Hmm. Non, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien actuellement. Hmm. OK, Merci à toi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais ajouter? C'est tout bon pour c'est tout toi. bon. Merci à toi aussi. On est ensemble. Prends soin de toi. Merci infiniment, Julien. À tout bientôt. Allez, ciao, ciao, ciao. Belle journée à toi. Belle découverte sur ta route. Merci beaucoup.